Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h dont tels sont les faits saillants. Et le chef de l'État a présenté ses vœux de Ramadan Karim à la population djiboutienne. À la une également, la Turquie appelle les pays musulmans à reconsidérer les relations avec Israël et Gaza. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Comme dans la grande majorité du monde musulman, le mois béni du Ramadan débute demain en République de Djibouti. Dans une déclaration radio-télévisée faite hier soir, le Haut Conseil islamique a précisé que ce mercredi est le dernier jour du mois de Sha'ban. Ainsi, les Djiboutiens vont observer le jeûne à partir de demain et se priveront de manger ou de boire du lever au coucher du soleil un mois durant. Dès cette annonce du Haut Conseil islamique, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a formulé ses meilleurs vœux au monde musulman en général et à la population djiboutienne en particulier. Le mois du Ramadan est un mois de piété, de prière, de pardon et recueillement pour se rapprocher de Dieu. C'est durant ce mois béni du Ramadan qu'a été révélé le livre saint du Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le Tout-Puissant lui accorde son salut. Écoutons le chef de l'État. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم والصلاة والسلام على الصادق الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الأخوة المواطنون أيتها الأخوات المواطنات. Le président de la République a demandé au bon Dieu de nous faciliter l'épreuve du jeûne durant ce mois béni du Ramadan. Il a également souhaité pour le peuple d'accomplir leurs devoirs religieux dans la piété et l'humilité. Le chef de l'État a également souligné dans son intervention que les fidèles sont bien avertis en matière de bienfaits de ce mois béni, notamment concernant sa large clément et son pardon sans limite que ce mois du Ramadan. Le président de la République a retiré son engagement d'œuvrer pour le développement et le progrès dans les secteurs de notre pays, tout en exhortant la population d'accompagner ce processus visant à créer un avenir plein d'espérance. Le chef de l'État a par ailleurs rendu hommage aux héros du peuple palestinien, désormais qui ont manifesté pour retrouver leurs terres occupées, ce qui est leur droit légitime. D'autant plus qu'il n'existe jusqu'à ce jour une solution juste et adéquate pour rendre justice au peuple palestinien. Il a lancé un appel à la communauté internationale pour prendre ses responsabilités afin de protéger le peuple palestinien en mettant l'occupation et en se basant sur la création de 2 États, et c'est là afin de renforcer et mettre sur pied la paix et la stabilité dans la région et le Moyen-Orient. Enfin, le chef de l'État a souhaité ses meilleurs vœux au peuple djiboutien et aux musulmans du monde entier. ونسأل الله جلت قدرته أن يحفظنا بحفظه وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au Palais de la République le rapport annuel public 2017 de la Cour de comptes et de discipline budgétaire. Ce document a été remis au chef de l'État par la présidente de cette institution, Ismaël Mahmoud Ibrahim, dont la mission est de promouvoir la bonne gouvernance. La Cour de comptes et de discipline budgétaire mène des opérations de contrôle et d'audit sur l'utilisation des finances publiques dans les différents ministères et organismes de l'État. L'audience accordée par le chef de l'État à la présidente de la Cour de comptes et de discipline budgétaire avec tous les membres de son staff s'est déroulée en présence du ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, Mohamed Ahmed Cher, le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdoulaye Waes, y a également assisté. Et au cours d'un point de presse réalisé peu après son entrevue avec le chef de l'État, Mme Ismaël Mahmoud Ibrahim a précisé que le document remis faisait essentiellement état des audits menés auprès d'institutions nationales gérant les financements extérieurs. Le rapport insère également les travaux de contrôle budgétaire menés auprès de plusieurs fonds, dont le Fonds pour la jeunesse et le Fonds pour l'eau, a-t-elle par ailleurs souligné.
Outre l'inventaire sur ses missions de contrôle financier, le rapport annuel public 2017 de la Cour de comptes et de discipline budgétaire n'a pas dérogé à son principe éthique de formuler ses observations et ses suggestions pour améliorer la gestion financière des établissements publics et la rendre conforme au règlement et plus transparence. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc c'était des collégiens et le président de l'Assemblée nationale a assuré, vous l'entendrez, que ces jeunes, que l'État a fait beaucoup pour leur insertion sociale. Voilà donc ces jeunes qui ont fait donc un tour dans l'Assemblée nationale et ont découvert l'hémicycle national. waxaan ka socdaa collège-ka CPME magacayga waxaa la yidhaahaa. Écoutons justement le président de l'Assemblée nationale. C'est un honneur et un plaisir pour nous de vous accueillir ici, la Maison du Peuple. Comme vous le savez, c'est ici qu'on fabrique toutes les lois. Nous sommes là pour légiférer les lois. Et pour nous, la population, nous sommes la voix de la population. Donc c'est la population que nous avons élus ici, dont vous faites partie. Vous êtes jeunes, vous êtes le futur relève. Et aujourd'hui, nous, on est censé délaisser derrière nous des choses utiles pour la vie des uns et des autres. Donc, et c'est sans distinction. Donc, sans distinction d'ethnie, sans distinction aussi donc, des besoins spéciaux. Vous êtes comme nous, nous sommes comme vous. Donc, il ne faut pas que vous soyez gênés. On est là pour vous. On va vous accompagner et on va répondre à votre doléance. Et sachez que vous êtes nos enfants, nous sommes vos parents et l'avenir de ces pays vous appartient. Maintenant, l'État a mis en place des infrastructures, des dispositions pour vous accueillir, pour vous permettre aussi de participer pleinement à l'amélioration donc des conditions de vie. Aujourd'hui, je voulais vous rencontrer juste pour dire que nous sommes avec vous. Et quand je parle, ce n'est pas moi seul, c'est toute une institution, c'est l'ensemble des parlementaires qui sont avec vous. Santé à présent, le ministre de la Santé, Dr Jamal Meuy, qui a participé à la cérémonie de clôture des activités de la caravane qui avait débuté, on le rappelle, depuis une semaine dans la localité de Hol Hol. Et Ali Abdullah est avec nous sur ce plateau pour nous en dire plus. Bonjour à vous. Bonjour Asma. En effet, donc c'est dans la région, après la région de Dikil, c'était autour de la région d'Ali Sabié d'accueillir cette caravane médico-chirurgicale qui, après Ali Adé, vient juste de prendre fin ici même. Donc à Hol Hol. En cette cérémonie de clôture s'est déroulée devant le centre de santé de Hol Hol qui a été récemment rénové et dont le plateau technique Asma a également été amélioré. Accompagné par le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, les députés Abdo Sikiye et M. Elmi Mahabé Waïch, le ministre de la Santé, a été reçu avec les honneurs par le préfet de la région d'Ali Sabié, Mohamed Wabri Assoui, le président du conseil régional, Omar Jama. Une foule gigantesque de notables, de personnalités locales et d'anonymes s'était donc rassemblée en masse pour souhaiter la bienvenue au ministre de la Santé, Dr Jamal Meuy, et la délégation qui l'accompagnait dans ce déplacement. La délégation ministérielle s'est donc prêtée donc volontiers à un bain de foule mémorable au milieu des habitants de la localité de Hol Hol qui étaient venus donc en grand nombre pour assister à cet événement haut en couleur. Hommes, femmes et enfants, ils étaient plus d'un millier à venir acclamer dans la joie
Le ministre de la Santé, Dr Jama El-Mouki, est dans le cadre de cette cérémonie aux allures festives par des chants traditionnels et des danses folkloriques. La localité de Holhol a abrité donc la caravane médico-chirurgicale plus d'une semaine durant laquelle une dizaine de médecins spécialistes ont fourni à des prestations spécialisées à un grand nombre de personnes. On estime à plus de 2500 patients. Cette mission, qui fut donc un succès, se compose de diverses spécialités, à savoir la stomatologie, l'ophtalmologie, en passant par la cardiologie et la dermatologie, ou encore la pneumologie, la gynécologie, qui ont été gracieusement dispensées sans distinction donc de la population et aux réfugiés du camp de Holhol. Eh bien, lors de cette cérémonie, le ministre de la Santé a pris la parole. Il a présenté, Asma, les objectifs de cette caravane médico-chirurgicale qui correspond donc, a-t-il dit, aux directives de la feuille de route du chef de l'État, Ismaël Marguerite. Le ministre de la Santé a par ailleurs indiqué que la priorité a été également réservée en matière de la santé de la mère et de l'enfant, et conformément aux instructions de la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haïdi. Écoutons les explications du ministre de la Santé. Suivant les instructions du président de la République, nous avons commencé une caravane médicale spécialisée depuis Asserela, Sankal, Ali Adé, et aujourd'hui nous voilà à Holhol. Cette caravane reste sur place environ une dizaine de jours et elle est composée de médecins et surtout de médecins spécialistes dans lesquels il y a toutes les spécialités, que ce soit l'orthopédie, la pédiatrie, la cardiologie, la médecine interne ou la néphrologie. Il y a les gynécologues, il y a aussi les pédiatres. Donc il y a plusieurs spécialités qui se déplacent. Vous le savez, lorsque le président de la République s'est rendu compte qu'il y a les différentes étapes ou les différents services du département de la santé qui travaillent au niveau de Djibouti-Ville, devaient se déplacer dans les régions les plus éloignées. Pourquoi? Parce que dans sa politique, dans sa vision éclairée, la première chose et la chose la plus importante est que tout Djiboutien puisse avoir droit, le même droit et le même devoir. Dans ce droit figure la santé. Et sur la question de la santé, les spécialistes ou les plateaux techniques ou les grands hôpitaux se trouvent dans la capitale. Dans le processus de la décentralisation, le président a demandé de pouvoir mettre des hôpitaux de 3e niveau dans les différentes régions. Et, alhamdulillah, grâce au président, Ali Sabih a eu un hôpital digne de son nom de 3e niveau. Néanmoins, les localités, eux aussi, ne doivent pas rester en arrière, et la caravane médicale spécialisée a été mise en place pour eux. Alhamdulillah, aujourd'hui, plus de 2500 personnes ont été soignées dans la localité de Holhol, de plus de 13 spécialités. Vous, population de Holhol, vous savez l'importance qu'a cette caravane. Et toutes les personnes qui ont bénéficié, toute personne qui n'a pas eu la chance d'aller jusqu'à Djibouti, peut-être par manque de moyens, peut-être parce que un problème de rendez-vous ou autre, aujourd'hui ici, les médecins sont venus à leur porte, à leur maison, pour leur offrir un service de qualité. Donc c'est grâce à Dieu, grâce à notre président, et grâce à eux qu'on doit les remercier matin, midi et soir. Voilà donc Asma, tout ce qu'on pouvait dire sur cette caravane médico-chirurgicale qui s'est clôturée donc dans la région d'Ali Sabieh, plus précisément dans la localité de Ali Adé, où plus d'une centaine de milliers de nos compatriotes vivant dans les localités éloignées du pays ont été pris en charge sur des prestations spécialisées. Il faut le dire, cette caravane médico-chirurgicale a été également saluée par les instances internationales comme l'Organisation mondiale de la santé. Merci Ali Abdoulaye pour toutes ces précisions. Et à l'initiative du ministère délégué chargé de la décentralisation, le thème de la résilience ou l'adaptation aux conditions du moment a été au centre d'une importante réunion de concertation avec les responsables du département de l'agriculture, co-présidée par le ministre délégué chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Ramis, et son collègue de l'agriculture, Mohamed Ahmed Awalé. Cette rencontre avait un triple objectif:
s'informer des activités programmées ou à venir en précisant les zones géographiques concernées, améliorer et rendre plus efficaces ces interventions dans les régions en coordonnant les actions avec le ministère en charge de la décentralisation, réfléchir sur les interventions en situation d'urgence lors de l'arrêt de fonctionnement des moteurs de pompe à eau près des fourrages ou les retards, l'approvisionnement en eau pour les populations visant dans les zones reculées du pays. Le premier objectif était de répondre à une volonté du président de la République que les ministères puissent collaborer et travailler ensemble pour rendre les services auxquels ils sont en charge à la population djiboutienne. Le deuxième objectif de cette réunion était de renforcer la synergie qui existe entre les deux ministères, c'est-à-dire nous travaillons déjà auparavant ensemble, puisque ce sont principalement deux ministères qui sont présents dans les régions rurales de la République de Djibouti, de renforcer cette synergie en essayant de créer encore un peu plus une collaboration plus étroite pour pouvoir coordonner les actions des uns et des autres pour permettre une plus grande visibilité et surtout rendre un service encore plus professionnel pour les administrés des régions rurales. Et dans son mot d'ouverture, le ministre délégué chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Alamis, a tout d'abord remercié son collègue de l'agriculture et ses collaborateurs d'avoir répondu à l'invitation. Il a rappelé l'importance du ministère de l'agriculture dont les actions sont résolument tournées vers le développement des régions. Le ministre de l'agriculture, Mohamed Ahmed Awale, s'est engagé pour sa part à renforcer les services déconcentrés en moyens humains et matériels pour répondre aux attentes de la population rurale, et ce, en étroite collaboration avec le ministère délégué chargé de la décentralisation. Les deux ministres sont convenus d'organiser à l'issue du mois béni du Ramadan des réunions techniques et de concertation tenantes dans les régions impliquant les équipes des deux départements concernés. Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement a organisé les 13 et 14 mai dernier des assises nationales sur l'application de la réglementation en matière de protection et l'environnement. Ces assises se sont déroulées dans la région d'Arta, au centre Sunny Hill. Ces assises ont réuni une cinquantaine de représentants de la société civile, des ministères clés et des autorités régionales. Elles ont permis d'engager une réflexion approfondie sur les problématiques environnementales spécifiques à Djibouti. De plus, ces assises de 2 jours ont été une tribune permettant de sensibiliser les autorités et les parties prenantes locales sur les enjeux environnementaux. Et les participants ont discuté des textes législatifs et réglementaires en matière de protection de l'environnement. Le ministère de l'Environnement, en charge de l'environnement, mène une bataille de longue haleine, et nous avons appris qu'il y a énormément, dans le cadre juridique, on applique peu ou pas. Donc, je rappelle par exemple sur la pollution marine, la pêche illégale, le déboisement, le charbon, tout ça. Ici, au nom de la mairie de Djibouti et du conseil de la ville de Djibouti, nous sommes prêts à travailler main dans la main avec le ministère de l'Environnement. Et les cérémonies d'ouverture et de clôture de ces assises ont été assurées par le secrétaire général du ministère de l'Habitat. Ce dernier a rappelé l'importance de la tenue de ces assises afin de préserver l'environnement. Voici ses propos. De nos 2 jours d'assises sur l'application de la réglementation relative à la protection de l'environnement. Hier matin, nous avons eu des présentations techniques sur les 3 thèmes de discussion. Hier après-midi, nous avons organisé les tables rondes sur les 3 thèmes, et nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de recommandations sur chacun de ces 3 thèmes, à savoir la pollution sur le corridor Djibouti-Galafi, la perte de la biodiversité et la protection du littoral djiboutien. La qualité et la richesse de ces recommandations montrent
une bonne implication de tous les participants qui représentent toutes les institutions nationales, que ce soit les administrations, la société civile, le secteur privé ou les centres de recherche. Et je suis vraiment impressionné par le résultat des recommandations qui sont sorties de ces assises. Nous allons essayer de les mettre en œuvre, mais leur mise en œuvre ne dépend pas uniquement du ministère de l'Environnement, ça dépend de toutes les institutions nationales impliquées dans la gestion de l'environnement, que ce soit les conseils régionaux, les préfectures, les ministères techniques, la société civile ou le secteur privé. C'est la première fois qu'on organise ce genre d'assises. En plus, nous avons décentralisé ces assises en les organisant à Arta. Et je voudrais aussi remercier particulièrement les différents présidents des conseils régionaux qui ont fait le déplacement pour venir assister à ces assises à Arta. Cela montre que la décentralisation est en marche et que les collectivités locales prennent en charge aussi la gestion de l'environnement. Nous constatons que nous avons toujours eu une pratique de charbon. On a toujours pratiqué le charbon et le bois pour l'énergie. Mais nous constatons ces dernières années qu'il y a une véritable industrialisation du charbon. On utilise les gros moyens, on utilise les camions, ce n'est pas seulement le dromadaire, mais on utilise les camions et on déboise le peu d'arbres qui nous restent. La difficulté, comme vous le savez, c'est de la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, ça dépend de l'implication de toutes les institutions concernées. La police, la justice, la gendarmerie, les préfectures, les conseils régionaux, etc. Voilà, donc on va retrouver l'appel à la prière. On se retrouve tout de suite après pour le reste de l'actualité. Restez avec nous. Voilà, c'était l'appel à la prière. Également, dans l'actualité de ce 15h, une pollution au gasoil est survenue dans la matinée du 14 mai dernier, près de Ouéa, donc une localité située dans la région d'Arta, occasionnant le déversement accidentel d'une quantité importante de gasoil. Ce fut une occasion pour une partie des participants des assises nationales sur l'application de la réglementation nationale en matière de protection de l'environnement qui se tiennent à Arta de constater de visu les procédures et actions du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement en cas de pollution. Ainsi, le directeur de l'Environnement et du Développement durable, Hussein Dijash, accompagné du président du conseil régional d'Arta, du représentant de la gendarmerie et des responsables des autorités compétentes se sont rendus sur les lieux de l'accident du camion transportant des hydrocarbures. Sans aucun doute, ce déversement accidentel de gasoil porte préjudice à l'environnement, notamment à la végétation, les sols et sous-sols. Des mesures urgentes ont été ainsi prises sur le dit lieu, telles que la sécurisation du lieu et la mobilisation de la grue de la gendarmerie nationale pour déplacer ainsi le camion accidenté dans le but d'arrêter au plus vite le déversement du gasoil et ainsi minimiser les dégâts environnementaux. Et par la suite, conformément au code de l'environnement, notamment le principe de pollueur-payeur, des dispositions judiciaires seront prises à l'encontre des responsables de cette pollution par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement. Également dans l'actualité, une importante cérémonie de clôture de la semaine de sensibilisation sur les valeurs de la patrie à l'école, initiée par le Haut Commandement militaire et mis en œuvre avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a eu lieu dans la journée d'hier au centre d'instruction tactique et technique d'Amboudy. Cette cérémonie placée sous la présidence du chef d'état-major général des armées, Zakaria Cheikh Ibrahim, a vu la présence du général Ali Hassan, conseiller du chef d'état-major, du général Ali Taher, adjoint au chef d'état-major de la défense, ainsi que des officiers supérieurs, le directeur général de l'éducation, M. Dirir Abdi Dirir, et des chefs d'établissement scolaires. Le programme de clôture a débuté avec la présence de l'atelier comme le service de formation en conduite automobile, le régiment blindé du camp, ou donc des gros véhicules blindés avec leurs différents calibres ou canons.
Et la seconde partie du programme de la clôture de la semaine sensibilisation sur les valeurs de la patrie a été l'hymne national joué par la fanfare, initié et chanté ensemble par toute l'assistance. Des activités distractives et sportives comme la course au sac des élèves, des tirs de penalty entre les établissements scolaires ont également eu lieu. Suivant justement l'animation de cette seconde partie du programme. Nous avons classé premier le corps. Voilà. Félicitations. Applaudissez. Félicitations. Applaudissez plus fort. Félicitations, applaudissez. C'est une coupe qui est remise dans notre ministère de l'Éducation nationale. Et suivons la troupe musicale militaire Halbi qui était là pour assurer donc l'animation avec les chants et danses patriotiques. dhallinyaradii qarankay quruxdii dalkaygay qarniyadan waxaa jiro qaar iniga midi qaaradaha shisheeyaha inay qaymegeliyaan qarankooga ka tagaan dhallinyaradii qarankay waa qalad sidaasiye qodob baan iniga odhan qaraabada agteediyo calankeenna quruxda leh hadhkiisaa qabow iyo ciiddaada qarankee qofba kaa lahaynbaa qurbaha kaaga qayroon oo kaaga qurux badan qurbaha qayma kuma lihid qof qaxooti aad tahay حقوقdaada qaaska yaa si qayr caadi ah qalad loogu geysani dhalinyaradii qarankaay quud qaadir ku qoray qofba kaama qaadee qolqoladan dalkeenne nimcaduhu qulqulayaan haddii aad qadarinood qalbigiina qaadaan
qaaradaha reer yurub nigu quufilaadaan quursi aad ka bixinaya khasaara niqaabili. Et pour clore l'actualité nationale, une forte délégation s'est rendue au village de Ali Adé pour une visite de travail afin de s'entretenir en phase avec les réfugiés vivant dans ce village. Cette délégation a été conduite par la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, Barbara Manzi, et accueillie par le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Dalal, et le staff donc de Ali Adé. La délégation a été composée du nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Djibouti, Larry André, du nouvel ambassadeur du Japon, Koji Netani, d'un représentant de l'Union européenne, ainsi que le personnel du HCR et de l'ONARS. La délégation a eu donc un tête-à-tête avec les ECAL et les femmes vivant dans cette localité afin d'écouter donc les doléances signalées par ces derniers. Ils ont donc tous noté les besoins cités par les réfugiés, en promis d'apporter des réponses dans les plus brefs délais. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières avec vous, Ali Abdi, toujours. Bonjour Asma, rebonjour, pardon. Cette fois donc nous commençons avec l'actualité dominante du monde. Il s'agit du Gaza. Eh bien, la Turquie, Asma, appelle les pays musulmans à reconsidérer les relations avec Israël. Les explications dans ce sujet. Le Premier ministre turc Binali Yildirim a appelé aujourd'hui les pays musulmans qui entretiennent des relations avec Israël à les réconsidérer au lendemain de la mort de près de 60 Palestiniens sous les balles israéliennes. Monsieur Yildirim a en outre appelé à la tenue vendredi en Turquie d'un sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, qui compte 57 membres, mais il n'était pas clair dans l'immédiat si une telle réunion se tiendrait effectivement au niveau des chefs d'État. Les pays musulmans doivent réconsidérer leurs relations avec Israël. Le monde musulman doit agir d'une manière collective et parler d'une seule voix face à ce massacre, c'est ce qu'a déclaré le Premier ministre turc. La Turquie et le président en exercice de l'OCI qui s'étaient réunis en sommet à Istanbul en décembre à l'appel du président turc Recep Tayyip Erdogan pour condamner la décision de son homologue américain Donald Trump de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem. Et cette fois, donc, concernant le nucléaire iranien, un accord de principe à Bruxelles pour sauver cet accord de Vienne. Je vous propose de le suivre. Bruxelles, l'Iran et les signataires européens du texte sur le programme nucléaire de la République islamique ont conclu hier un accord de principe pour tenter de sauvegarder ce dossier abandonné par les États-Unis. Téhéran et les signataires européens de l'accord sur son programme nucléaire se sont entendus hier pour chercher donc un moyen de le sauver malgré le retrait américain, c'est ce qu'a annoncé le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif. Nous sommes sur la bonne voie. Beaucoup de choses dépendront de ce que nous serons en mesure de faire dans les semaines qui viennent. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères à l'issue d'une réunion d'1h30 à Bruxelles avec ses homologues français, allemands et britanniques. Et nous terminons avec la Malaisie où un ex-opposant dénommé Anwar Ibrahim a été libéré après une grâce royale. Dirigeant de l'opposition malaisienne, Anwar Ibrahim, 70 ans, a été libéré aujourd'hui après avoir passé 3 ans en prison. Il a obtenu une grâce royale qui ouvre la voie à son retour au sommet de la politique. Souriant, vêtu d'un costume noir, Anwar est sorti d'un hôpital de Kuala Lumpur où il avait été admis pour une opération à l'épaule sous le régime de la détention, saluant une foule de journalistes avant de quitter le lieu dans une voiture sans faire de déclaration. Il devait se rendre à une audience avec le roi de Malaisie et s'exprimer dans l'après-midi en public avant d'assister à un rassemblement dans la soirée. C'est ce qu'a indiqué son parti politique. Merci Ali Abdillahi et merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal.